Effectivement, je travaille chez Nielsen, qui est une boîte d'études de marché, et forcément, qui dit boîte d'études de marché, dit travail des données au quotidien. Et c'est évidemment un secteur, le secteur des études de marché, qui a été très vite confronté à la problématique du big data, puisque, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On mesure les ventes, les parts de marché, les performances des manufacturiers, des distributeurs dans le monde du retail principalement, et on arrive à leur dire, ah ben voilà, vous avez vendu cher Nestlé, cher Nespresso, vous avez vendu autant, vous avez fait telle action en magasin, ça a donné autant de résultats, vous avez fait de la pub à la TV, ça marche et tout. Et puis à un moment, ben, ces manufacturiers, ces industriels nous disent, oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a ce qui se dit sur moi sur les réseaux sociaux, il y a la pub digitale, comment est-ce que vous intégrez ça dans vos données? Et là, vous vous trouvez tout d'un coup à devoir intégrer des milliards de données ou d'unités de données dans vos bases de données. Vous vous rendez compte que les systèmes que vous utilisez actuellement ne fonctionnent plus. Alors déjà, on a un problème technique. Donc là, on passe de systèmes de bases de données à des systèmes de lacs de données, où on met toutes les données à plat pour pouvoir... On ne fait plus attention à la structure des données, on met tout à plat. Et l'autre problème, c'est la pertinence de la mesure. Donc là, par exemple, Nielsen fait aussi des mesures d'audience. Donc on mesure combien de personnes regardent quel programme à la TV. C'est super important parce que c'est en fonction de ces audiences qu'on calcule la valeur du spot publicitaire. Donc l'annonceur qui annonce avant le journal de la RTS sur le coup de 7h20, si le journal de la RTS est à 7h20, à 7h30, sinon disons à 6h55, la valeur du spot, la valeur qu'il va payer pour pouvoir faire partie du spot juste prime time, juste avant le journal télévisé, ben, dépend des audiences qui sont calculées par des sites comme Nielsen. Mais le problème se pose aussi maintenant, la question, c'est quelle est la valeur d'un spot digital? Combien de personnes ont vu un spot digital? Et beaucoup d'entreprises maintenant investissent massivement dans le digital, parce que c'est facile, parce que c'est accessible, c'est moins cher. Mais le problème, c'est la mesure. On est incapable de mesurer correctement ou avec énormément de difficultés combien de personnes ont vu un spot. Si je vous demande tous d'ouvrir votre ordinateur à la même page et de surfer pendant 1 minute, je vous promets qu'il n'y a pas 2 personnes qui voient les 3 mêmes publicités dans 1 minute. Pourquoi? Parce que vous laissez des traces de vos surfs, vous laissez des cookies derrière vous qui indiquent vos préférences, les sites que vous avez visités, et ça rend la mesure très difficile. Donc, dans le domaine des études de marché, le problème du big data, de l'intelligence artificielle, c'est vraiment un problème aigu, et c'est pour ça qu'on investit massivement dans les data science, qu'on appelait avant les data scientists, on les appelait, du temps où j'étais jeune, des statisticiens, puis ça s'est appelé measurement science, maintenant data science, mais ça montre quand même un petit peu l'évolution à laquelle on fait face. Donc aujourd'hui, on va parler de big data. Soyons clairs, vous n'allez pas sortir d'ici avec une solution clé sur porte. D'abord parce que votre problématique est très différente, ce qui rend la discussion très challenging, parce que chacun d'entre vous, et on l'a vu dans la dernière table ronde, est à des niveaux différents d'utilisation de la big data ou de l'intelligence artificielle. Mais aussi parce que ça dépend vraiment de l'objectif, et on va beaucoup insister là-dessus. Tout dépend de ce que vous voulez faire, du problème que vous voulez régler, et en fonction de ça, il y a différents types de solutions. Qu'est-ce que je veux encore vous dire en termes d'introduction? Que mon but, c'est vraiment de vous faire réfléchir. Je serais heureux si en sortant d'ici, vous soyez convaincus que vous avez, si pas appris quelque chose, en tout cas, que ça vous a fait réfléchir. Donc on va être humble. Je suis belge. Les Belges, par définition, sont des gens très humbles. Mais si déjà j'atteins cet objectif, je serai très content. Alors ce que je vais faire, et donc je devais aussi vous dire, rassurez-vous, ça va être assez clair, il n'y aura pas beaucoup de chiffres. Si vous devez faire une petite sieste, vous n'allez pas trop perdre. Mais ce que je vais faire, c'est essayer de vous résumer d'abord les 2 idées principales que je veux partager avec vous. Et puis on va faire un pas en arrière, et je vais vous expliquer, on va essayer de recadrer le contexte dans lequel on se trouve, et là je me situe au niveau européen. On va essayer de faire un pas en arrière et de voir quels sont les grands enjeux auxquels on fait face, quelles sont les grandes tendances de consommation auxquelles on fait face, parce que je suis convaincu que si vous ne gardez pas ça à l'esprit, que vous utilisez de la data ou pas de la data, que vous dansez la polka ou pas danser la polka, les décisions que vous allez prendre, elles devront tenir compte de ces macro-trends, de ces tendances de fond. Et vous devrez toujours garder ça en tête. Et puis après, on verra comment la data peut vous aider à ce moment-là
à prendre les bonnes décisions, étant donné ces tendances de fond. Alors, première chose que je veux vous dire, c'est la data, c'est maintenant. C'est maintenant. Et si ce n'est pas déjà, il est temps de s'y mettre. Mais vous entendez que je parle de la data. Je ne parle pas du big data. Okay? Je ne parle pas du big data, je ne parle pas d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est l'outil qui va nous permettre d'utiliser la data. Mais je vais quand même essayer de vous conscientiser au fait que faire comme si la data n'existait pas, comme s'il y a des choses qui se disaient à propos de moi et que je pouvais les négliger, ça m'a l'air extrêmement dangereux. Donc, je vais essayer de vous convaincre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, réfléchissez-y maintenant. Et plus vous attendez, plus vous perdez du temps. Mais je vais aussi, et surtout vous dire que ce n'est pas tout, comme dirait Bourvil, et que la data n'a de valeur qu'à travers le sens qu'on lui donne. Et le sens que vous allez donner à la data que vous allez collecter, il va dépendre principalement de la connaissance que vous avez de vos clients et de l'expertise que vous avez de vos marchés. Et on va voir que la data va vous aider à améliorer la connaissance de vos clients. Et ajouter à ça votre expertise de marché, vous allez arriver à exploiter cette donnée et la rendre encore plus utile à votre développement. Donc la data, oui, mais pas à n'importe quel prix, et surtout pas que la data, parce que ça, ce serait criminel et ça n'aurait pas de sens. Donc en gros, ça, c'est le message que je veux vous donner. Mais avant ça, un tout petit peu de contexte. Dans quel contexte, donc quelles sont les grandes tendances qui influencent le comportement des consommateurs pour l'instant? Alors quand je parle, ou quand on parle à nos clients, en général, on leur demande à quoi ressemblent vos clients cibles. Voilà ce qu'on nous décrit. C'est la famille parfaite. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils sont aisés, ils sont souriants, tout leur sourit, la vie leur sourit. Est-ce que c'est vraiment ça, vos clients? Vraisemblablement pas. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est à quoi vont ressembler vos clients dans quelques années? Quelles sont les tendances majeures qui vont les influencer ou qui vont simplement influencer leur comportement? Première tendance, on se situe en Europe, et la population européenne, elle a tendance à décroître. Donc, en gros, d'ici 2025, il y aura 2 millions d'Européens en moins. En soi, ce n'est pas grave, on va à 743, 741 millions. Où est le problème? Sauf que tout ça s'inscrit dans une population globale qui, elle, va passer de 7,7 milliards à 8 milliards. Donc, la part de l'Europe va devenir de plus en plus petite. Et 35% de la population va se situer en Asie et en Afrique. Alors, selon que votre business soit orienté exportation ou pas, déjà, c'est une première chose à garder en tête. Mais de toute façon, ça veut dire aussi qu'il faut se tenir compte du fait que notre petit panier de consommateurs, et ça varie d'un pays à l'autre, il ne va pas grandir. Alors, ce qui va changer aussi, c'est qu'on va avoir affaire à une population qui va, je vais dire, mûrir. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Johnny Hallyday. Il a dit, ça ne change pas un homme, ça vieillit. Un homme qui vieillit, c'est un homme qui change, et un homme au sens être humain du terme, c'est un homme qui a des habitudes de consommation différentes. Donc, on estime que on estime, et c'est relativement précis, d'ici 2025, il y aura 156 millions de personnes âgées de plus de 65 ans en Europe. Ça fait quand même plus 44 millions en 6 ans. On n'est pas encore au Japon, c'est 30% de la population. J'ai regardé en Suisse, il y a quand même, actuellement, je crois qu'on est à 20% de population de personnes âgées de plus de 65 ans. C'est 2,2% de plus qu'il y a 3 ans. Et il y a plus 1,8% de personnes âgées de 80 ans. Ça, c'est quelque chose dont on doit tenir compte. Alors, dans le secteur du retail dans lequel j'opère, c'est évidemment très important. Parce que les gens... Alors, donc, il y a un côté très positif. À 60 ans, maintenant, on est actif. On a un véritable pouvoir d'achat. Par contre, on a des demandes, des besoins de consommation et des demandes qui sont différentes de quand on avait 30, 40 ans. Parce qu'on est encore actif, on a encore de l'argent, mais on doit tenir compte de notre âge. Ça, c'est une chose. Donc, ça veut dire que, par exemple, je suis dans le domaine du retail, mais je dois réfléchir à l'aspect convenience de mes produits. Un emballage simple à ouvrir, un mode d'emploi simple à lire. Ça peut paraître des bêtises, mais croyez-moi, il y a un vrai besoin dont on va devoir tenir compte. C'est aussi des gens, une population qui a besoin de plus de services à domicile ou qui cherche la convenience dans la mise à disposition des produits ou des services. Donc on doit aller vers eux
plus qu'ils ne viennent vers nous. Ça, c'est quelque chose à laquelle, de nouveau, c'est une tendance de fond. Ça ne va pas arriver demain, mais petit à petit, ça va être de plus en plus nécessaire. Il y a 561 millions de personnes qui vivent en ville en Europe, dans des centres urbains. Alors, les centres urbains, ce n'est pas spécialement des centres urbains qui ressemblent à ça. Oui, dans des centres urbains vraiment hyper urbains, il y a des gens qui vivent là-dedans. Mais la réalité, c'est qu'il y a donc là où il y a la plus grande croissance en termes de population urbaine, c'est dans des centres périurbains. Donc on estime qu'il y a 318 millions d'Européens, enfin on estime encore une fois, on calcule, qui vont vivre dans des centres périurbains qui ressemblent à ça. C'est ces périphéries. Ce n'est pas au centre-ville, ce n'est pas au centre-ville dans des gratte-ciel comme il y avait sur le slide précédent, c'est vraiment dans des petites cités urbaines qui sont en dehors des villes, qui sont donc en dehors du lieu où ils travaillent, qui sont parfois en dehors du lieu où ils font leurs courses, où les enfants vont à l'école. Et donc, ils passent de plus en plus de temps dans leur voiture. Dans des grandes villes comme Londres, Paris, Bruxelles, mais ça c'est plutôt pour des raisons d'infrastructure, en moyenne, on passe 2 heures par jour en voiture. C'est énorme. Et donc, ça veut dire que les gens, plus les gens passent du temps dans leur voiture, moins ils ont de temps pour eux, et assez bêtement pour préparer le dîner du soir, pour acheter les ingrédients pour le dîner du soir, pour s'occuper des enfants. Il y a 56% dans une étude qu'on a faite récemment chez Nielsen de gens qui disent que leur plus gros challenge, c'est le work-life balance. On parle tous de ça, le work-life balance, c'est très à la mode. Souvent, c'est très hypocrite. On nous dit qu'il faut faire attention, mais dans la pratique, c'est comment? Mais il y a plus d'un consommateur sur 2 qui dit « Moi, en tout cas, ça va moins bien qu'avant. J'ai moins de temps à consacrer à ma vie ou à mes envies personnelles. Et donc, de nouveau, donnez-moi des solutions, donnez-moi des produits, donnez-moi des services qui vont m'aider à gagner du temps. » C'est dans cette logique-là que s'inscrivent les dizaines de milliers de cyclistes que vous voyez vous apporter vos dîners, que ce soit Uber Eats ou toute autre forme de service identique. Mais parce que les gens, maintenant, ils cherchent désespérément des moyens de gagner du temps. Et donc, si on peut leur apporter des choses à la maison, des produits tout faits à la maison, ça les aide, ça les fait gagner du temps. Alors, un autre problème une autre tendance de fond ou un autre problème auquel il faut faire attention, c'est l'obésité. Il y a techniquement près de 25% de la population globale qui est obèse. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ce chiffre. 25%. Alors c'est des gens, donc pourquoi? Parce qu'on bouge moins, parce qu'il y a plus d'automatisation, parce qu'on a moins le temps de s'occuper de soi qu'avant, effectivement. Mais donc c'est des gens qui désespérément vont essayer d'améliorer leurs conditions physiques ou en tout cas de compenser leurs problèmes de conditions de santé par une alimentation plus équilibrée. Donc on dit que la maladie du XXIe siècle, c'est le stress, la drogue du XXIe siècle, c'est le sucre. Et c'est pour ça que de plus en plus de gens s'inquiètent maintenant de savoir ce qu'ils mangent et le contenu de ce qu'ils mangent. Et donc là, de nouveau, c'est quelques chiffres, mais qui sont très récents. Il y a 40% des consommateurs européens qu'on a interviewés qui nous disent qu'ils cherchent activement à comprendre le contenu de leur alimentation. C'est dans cette logique-là qu'il faut comprendre la création des Nutri-Scores. Vous voyez, ces Nutri-Scores, c'est ce score qu'on donne sur les aliments. Ça va de A à B, comme sur vos produits, sur vos lave-linges ou vos frigos. Maintenant, pour la consommation énergétique, ici, il y a un score de qualité nutritionnelle, le Nutri-Score. Mais donc, il y a quand même 41% des gens qui s'inquiètent maintenant activement de savoir ce qu'ils mangent, est-ce que c'est bon pour la santé? Et ça, de nouveau, c'est important de garder en tête parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont conscience, qui doivent prendre leur avenir en main et qui doivent absolument faire attention à leur alimentation et à leur santé. L'autre fait et c'est très lié à ça, n'oubliez jamais que, bon alors évidemment, année après année, les générations évoluent, mais la génération qui maintenant va prendre le pouvoir va prendre le pouvoir d'achat, c'est ce qu'on appelle ces fameux millennials, qui sont la tranche 18-38 ans.
et qui ont pour moi 3 caractéristiques fondamentales qu'il faut bien garder en tête. Ils sont socialement beaucoup plus responsables, c'est des gens qui regardent maintenant, qui accordent de l'importance à la marque qu'ils achètent, aux produits qu'ils achètent, à l'entreprise qui produit la marque. Et donc c'est très important, parce que ça veut dire que c'est des gens qui n'hésitent pas à se renseigner pour savoir si ce que vous racontez est vrai, mais qui n'hésitent pas à vous pénaliser si ce qu'ils entendent de vous ne leur plaît pas. Ils sont hyper connectés et ils sont super infidèles. Okay. Ils changent de marque comme on change de chemise. Et ils n'ont pas peur de le faire. Et ça, c'est vraiment une tendance de fond. C'est, voilà, là où avant on se battait pour garder des clients fidèles, maintenant on essaie, la bagarre, c'est garder ses clients, mais tenir compte du fait que les clients sont en moyenne plus infidèles qu'avant et qu'il y a l'opportunité d'en gagner ailleurs. Et là, évidemment, la data va être super utile. Et pourquoi, donc, je disais, ils sont hyper connectés, évidemment, donc ils n'ont jamais été aussi informés. Là aussi, il y a 3/4 des gens qui reconnaissent qu'au moins une fois par mois, ils visitent le site d'une entreprise ou un site web pour vérifier le contenu d'un produit. Il y a une personne sur 2 qui dit que ça influence de manière très importante son choix. Là aussi, donc, on va y revenir tout à l'heure, mais réfléchissez bien la différence maintenant. Quel est le facteur discriminant dans le choix d'un produit, d'un service? Souvent, avant, c'était des caractéristiques physiques du produit. Je voulais choisir un hôtel, je voulais choisir des vacances. Je me disais, tiens, je vais regarder. Moi, ce que je veux, c'est le soleil et la mer. Soleil, mer. Et je devais choisir entre Tunisie, Italie, Espagne, Grèce. Finalement, j'avais envie d'aller en Grèce. Je regardais. Et puis, j'avais une série d'hôtels. Et je choisissais en fonction de quoi? En fonction du prix. Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'il y a des jeux? Maintenant, ils ont tous une piscine, des jeux pour les enfants. Ce qui va être déterminant dans mon choix, c'est l'avis des consommateurs. Ce critère saillant de choix maintenant devient dans beaucoup d'industries l'avis du consommateur, ce que le consommateur dit de vous, de votre marque. Donc le consommateur n'a jamais été aussi conscient de la qualité ou du produit ou du service, de la promesse que vous leur faites. Et ça, vous devez en tenir compte. Il n'a jamais été conscient, pour autant, il est bombardé d'informations. Mais bombardé d'informations. On estime que le cerveau humain est capable de traiter moins d'1 millième de l'information qu'il reçoit par jour. Aux États-Unis, l'Américain moyen, donc l'Américain moyen est connecté 11 heures à la TV, à la radio ou à un écran. 11 heures. Alors vous imaginez le nombre d'informations qu'il doit ingurgiter sur 11 heures, et notamment d'informations publicitaires à propos de vous, à propos de votre marque. Donc ça, il faut en tenir compte, parce que du coup, il développe ce qu'on appelle la fatigue de connexion. Et comment est-ce que le cerveau réagit quand il doit traiter autant d'informations? Eh bien, il adapte des modèles de circuits courts, des shortcuts. Il essaie de prendre, donc le cerveau prend des décisions très vite. Et vous savez que souvent, la plupart des décisions qu'on prend sont prises en une fraction de seconde. Et les secondes ou les minutes qui suivent servent à rationaliser la décision qu'on a prise. C'est le modèle pensée rapide de Daniel Kahneman. Mais si c'est vrai, moi je suis assez convaincu, ça veut dire que la première image, le premier contact que le consommateur a avec votre marque ou avec votre société, votre compagnie, votre entreprise, va être déterminante. Et donc ça, c'est très important. Il faut bien garder en tête que ça vous met dans une situation, et tout ça dans un monde où, objectivement, vous ne maîtrisez plus la communication. Vous essayez de la manager, mais vous ne la maîtrisez plus. On est passé dans les entreprises au stade il y avait des communication managers, maintenant c'est des community managers, qui scrutent le net pour voir ce qu'on dit d'eux. Et essayer de réagir assez rapidement si on ne dit pas que du bien. Donc ça, c'est le contexte. Et alors, tout ça s'inscrit évidemment, et on arrive au big data, dans l'émergence de superpower technologiques. Okay. J'en ai cité 3, le mobile, évidemment.
Hein, le mobile, on a l'impression qu'on est tous nés dedans, mais pour le fermier en Angola ou au Kenya, qui peut maintenant avoir des images satellites ou des mesures de la fertilité du sol, c'est extraordinaire. Le cloud, hein, cette capacité, la capacité qu'on a maintenant à stocker des informations, à les mettre à disposition, il y a quand même il y a plusieurs milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'éducation, au système d'éducation traditionnel qu'on connaît. Le cloud leur en offre la possibilité. Et alors, ce IoT, cet Internet of Things, ça c'est pour moi la plus grosse la révolution la plus sournoise, c'est ces objets connectés. On estime qu'en moyenne en Europe, globalement, chaque personne, chaque humain a 5 objets connectés. Alors, à la taille de la planète, ça veut dire 40 à 50 milliards d'objets connectés. Et ça fait le lien entre le monde physique et le monde physique et le monde digital. Et tous ces objets, toutes ces interactions que vous avez dans les réseaux sociaux ou dans le web laissent des traces, et c'est ça qui crée évidemment l'émergence du big data. Alors j'ai entendu des chiffres ce matin, je trouvais ça très intéressant. Donc le big data, évidemment, du coup, le challenge du big data, c'est quand vous vous retrouvez avec une masse d'informations qui est tellement grande et qui mélange des données structurées et non structurées que les méthodes traditionnelles ne permettent plus de traiter. Et c'est comme ça qu'on passe à des méthodes d'intelligence artificielle. Alors pour vous donner une idée, donc il a fallu évidemment, l'émergence du big data a permis évidemment d'améliorer les capacités de stockage à la vitesse de l'éclair. Les informations que Snowden a piquées à la sécurité américaine, on dit qu'elles tiennent sur une clé USB de la moitié de mon petit doigt, et pourtant c'est un paquet d'informations. Les traitements, la capacité des ordinateurs à traiter, des machines à traiter ces informations a dû être aussi multipliée très rapidement. Il y a 20 ans, quand Kasparov s'est fait battre par la machine d'IBM, dont je ne me souviens plus du nom, Alphamo, quelque chose comme ça, déjà Kasparov luttait avec ses capacités à faire à gérer 5 informations à la seconde avec une machine qui peut en gérer 200 millions à la seconde. C'était il y a 20 ans. La machine qui pouvait gérer 200 millions d'informations à la seconde, elle est juste aussi efficace que mon iPhone 7 aujourd'hui. Et maintenant, la plus grosse machine que développée par Xiaomi en Chine, elle peut traiter 100 millions de milliards d'informations. Alors tout ça a été rendu nécessaire, effectivement, par le big data. Sans ça, on n'aurait jamais pu traiter ces informations. Pour autant, et c'est la dernière un peu anecdote que je peux vous donner, on estime qu'on ne traite pas plus d'1% des informations disponibles. Et tous les 2 ans, on double la taille des données disponibles. Pour l'instant, hein. Sans doute que dans 3 ans, on dira autre chose. Mais donc, on est capable maintenant de traiter même moins d'1% des données disponibles. Et déjà pour ça, on a dû faire preuve de trésor d'inventivité et de développement. Okay, donc je passerai, ça on en a beaucoup discuté, pour ça il a fallu des outils d'intelligence artificielle avec les développements vers le machine learning et le deep learning. Alors l'intelligence artificielle, on l'a dit ce matin, elle est partout, elle est au service des PME, hein, elle est à votre service. Il y a tous vos intervenants, tous vos providers, vos fournisseurs eux-mêmes font peut-être appel à des programmes d'intelligence artificielle. Je prends souvent l'exemple des transports, la société UBS. Et là, pour vous donner un petit exemple de ce que le machine learning peut apporter, la société UBS s'est rendue compte, ou plutôt en faisant tourner des algorithmes de machine learning, ils se sont rendus compte pour essayer de limiter le temps de trajet de leur véhicule, ce qui est important, parce que s'ils diminuent le temps de trajet de leur véhicule, potentiellement, vous pouvez bénéficier des produits dont vous avez besoin, des composantes industrielles ou autres plutôt. Et ils se sont rendus compte que la machine leur proposait des circuits où on tournait qu'à droite. Et que ça diminuait significativement le temps de trajet. Donc ça, c'est des exemples concrets, tout simples, où le machine learning a permis de gagner du temps et ça a permis de gagner de l'efficacité à l'économie entière. Un autre exemple, je le prends aussi parce que je l'ai vécu récemment, j'ai eu la chance d'aller visiter
des champs de laitue du groupe Florette. Vous voyez, Florette, les salades préemballées. Moi, j'étais scotché, quoi. Ces gens peuvent vous dire, donc c'était en Normandie, ils peuvent vous dire, en fonction d'algorithmes qui vous expliquent, qui vous estiment, qui vous estiment la demande magasin par magasin, jour par jour, tout ça basé aussi sur des programmes d'intelligence artificielle, ils peuvent aussi vous estimer à quel moment il faut planter la graine. Ils savent au moment où ils plantent la graine exactement dans combien d'heures elle se retrouvera dans le magasin de Maubeuge où il y a une demande de salade prévue dans 5 jours. C'est extra. Enfin, moi, j'étais scotché parce que pour moi, c'est l'intelligence au service de l'humain, et c'est vraiment, pour moi, c'est ça l'utilité de la data. C'est quand elle nous sert. Elle ne doit pas. L'intérêt de la data, c'est quand on s'en sert, quand on la maîtrise, mais à aucun moment on ne peut se laisser dépasser et maîtriser par la data. Il y a plein d'autres exemples. Il y a Starbucks ou McDonald's qui savent jour après jour, en fonction de l'heure, quel produit doit être mis en avant, quel produit on doit vous proposer. Tout ça aussi par des simples algorithmes qui regardent en fonction de la journée, de la météo, quel produit est susceptible d'être mieux vendu. Mais ça s'applique aussi au domaine industriel. Donc la SNCF, par exemple, a investi énormément d'argent pour détecter les vibrations, pour analyser les vibrations des moteurs qui permettent d'anticiper les pannes. On ne sait pas toujours pourquoi, mais on sait que la vibration indique la panne. Alors il vaut mieux en amont traiter que devoir remplacer le moteur. Mais tout ça, c'est des exemples je ne parle même pas de ces outils de GPS, on en parlait ce matin, le GPS. Waze, je suppose que vous connaissez tous Waze. C'est très marrant, oui, c'est extraordinaire. Pour autant, ce n'est pas basé sur des photos satellites, c'est simplement basé sur la concentration de téléphones mobiles à un certain endroit. Donc sans le savoir, c'est vous qui donnez l'information. Même si vous ne participez pas activement à Waze en disant « attention, il y a une panne, il y a un embouteillage », en fait, vous, simplement par votre présence et le mobile que vous avez dans votre voiture ou dans votre poche, vous participez à fabriquer cette information et à améliorer les processus de prédiction de temps de trajet. Donc, quelle est la promesse du big data? Et on va voir. Donc, ce que je vais dire ici, ça vaut pour vous. On va y revenir un tout petit peu plus en détail après, mais ça vaut pour vous. La promesse numéro 1, et je me place volontairement dans une logique, parce que c'est un domaine qui est plus le mien, je me place dans une logique marketing. 80% de l'utilisation, alors quand je dis big data, de la data, pourquoi? Parce que le big data, on l'a dit, c'est bien, mais c'est à la portée de quelques grosses boîtes. Moi, ce que je veux vous dire, c'est la donnée, vous avez de la donnée, il y a de la donnée dont vous disposez, ou de la donnée à l'extérieur qui peut vous être très utile, elle ne doit pas être gigantesque pour vous être utile et pour être exploitée. Alors, les promesses du big data, c'est quoi? C'est d'améliorer la connaissance de vos clients. Ça, c'est fondamental. Qu'est-ce que vous connaissez de vos clients? Vous connaissez les transactions qu'ils font avec vous, ce qu'ils ont acheté. Vous connaissez éventuellement leur profil sociodémographique, pour autant que Data Privacy vous permet de garder ces enjeux d'information. Mais qu'est-ce que vous pouvez connaître de plus? En gros, vous connaissez de vos clients, et bon, je suis conscient que beaucoup d'entre vous en savent déjà plus, mais en gros, vous connaissez la partie visible de l'iceberg. Mais quand vous savez ce que le client achète chez vous, est-ce que vous savez ce qu'il achète ailleurs? Est-ce que vous savez ce qu'il pense de vous, ce qu'il a dit de vous? Est-ce que vous savez ce qu'il pense de votre site web? Est-ce que vous savez comment il est entré en contact avec vous? Est-ce qu'il est entré en contact simplement par le bouche à oreille, parce qu'il a visité votre site web, parce qu'il a vu une publicité? Est-ce que vous savez? Si vous ne le savez pas, je pense qu'il est temps de réfléchir, est-ce que je ne devrais pas essayer de le savoir? Parce qu'il existe des manières très simples de le savoir. C'est important de connaître ses clients. De même que c'est important de connaître ce que vos clients ou ce que d'autres clients disent de la compétition. Si vous savez ce qu'ils disent de la compétition et ce qu'ils n'aiment pas chez vos compétiteurs, c'est la porte ouverte pour faire mieux. Ça permet donc de personnaliser vos produits et services. Alors le mot personnalisation, au même titre le convenience, c'est un mot super important. Donc le consommateur attend des solutions convenient et il attend de plus en plus des solutions personnelles. Pourquoi personnelles? Parce qu'il estime
qui dit donc le consommateur est totalement conscient qu'il laisse énormément de traces de ses envies, de ses besoins, de son comportement, de ses affinités. Et donc il attend maintenant, on est à un stade où le consommateur attend, vos clients attendent que vous en teniez compte. Et si vous êtes capable de prouver que vous en avez tenu compte, si vous êtes capable d'anticiper sa demande, vous augmentez largement les chances qu'il vous soit fidèle ou qu'il vienne vers vous. Donc la personnalisation des services et des produits, elle est rendue possible par une meilleure compréhension ou connaissance de vos clients. Et donc, tout ça, évidemment, vous permet comment? Parce que ça vous permet d'affiner vos politiques de marketing et de communication. On est passé à un stade de la communication de masse, on envoyait des communications à tout le monde, le marketing de masse, à un stade de communication individualisée. On est passé du company-driven, d'un modèle de company-driven, où la compagnie décide, à un modèle co-driven où on proposait aux consommateurs de participer à la création de valeur de la société. Ça, c'est le modèle IKEA. Vous allez vous personnalisez votre cuisine, pour autant, c'est quand même IKEA qui a décidé quel meuble il mettait à votre disposition. Et maintenant, on est passé dans le modèle totalement customer-driven, où le consommateur devient partie prenante de la construction de valeur de votre service, de votre marque. Avec l'aboutissement, pour moi, enfin l'aboutissement, pas dans le sens positif, mais appelons ça l'aboutissement, avec au bout de ce raisonnement, les influenceurs. Ces gens qui parlent de votre marque, ces gens qui font votre réputation, et avec la question, est-ce qu'ils sont finalement employés de la marque ou pas? Je faisais partie des gens naïfs il y a 10 ans, 15 ans, qui disaient non, pas du tout. Mais objectivement, oui, ces gens font partie de votre entreprise, ce qui pose des problèmes de l'ego éthique et l'ego, évidemment, sur lesquels je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Mais croyez-moi, les influenceurs, je suis bien placé pour le savoir, parce que dans ma boîte, on fait beaucoup d'études là-dessus, ça marche très bien. C'est ce qui marche auprès des millénials et des jeunes, c'est ce qui marche le mieux. Ça remplace ce qu'on appelait le bouche à oreille. Alors ça marche évidemment plus pour des produits esthétiques dans le monde industriel, n'empêche que quel que soit le domaine où vous êtes, vous avez ce qu'on appelait des experts. Et avant, on disait il faut un jugement d'expert. Maintenant, il faut vous assurer que ces jugements d'experts soient communiqués au travers notamment des réseaux sociaux et mettre votre marque, votre société en valeur. Ça marche super bien. Et ça se mesure et je peux vous confirmer que ça marche. Donc, la big data, elle vous permet de raffiner votre politique marketing et de communication. Et alors, ça permet aussi, la promesse, c'est aussi que ça permet d'améliorer les coûts de production, d'améliorer la productivité en interne. Bon, évidemment, ma présentation, elle est fort axée sur le côté marketing, mais là, par exemple, il y a tous ces outils qui permettent de travailler sur d'identifier les défauts de production. Okay. J'ai discuté de l'intervenant d'hier soir, dont j'ai oublié le nom parce que je n'y étais pas, m'expliquait qu'il travaille sur des programmes d'intelligence artificielle qui permettent de vérifier la qualité des grains de riz. Voilà, là aussi, si on permet par un algorithme bien pensé d'améliorer, d'arriver tout de suite à un stade de qualité conforme aux règles en vigueur, ça permet de gagner du temps. Donc le big data, ça permet, ou l'utilisation des données en entreprise doivent permettre de réduire les coûts de production. C'est aussi la mise à disposition d'outils de bases de données relationnelles ou d'outils de présentation graphique en open source gratuits qui ne vous demandent pas d'investir dans de grosses sommes d'argent dans des licences assez chères auprès de grosses sociétés. Et alors là, les dangers, je vais aller très vite, danger de privacy, le minority reporting, parce qu'effectivement, on a tendance, et ça c'est un peu ce que les consommateurs reprochent, c'est que si on vous donne toujours les mêmes conseils, si on décide que vous, en fonction de votre profil, on va vous exposer à tel type de publicité ou tel type de produit, finalement, vous allez perdre la vue de tout le reste et vous allez être formaté dans vos convictions, les convictions auxquelles on veut vous faire croire. Donc, bon, là, ça c'est pas spécialement propre à votre activité. Les pertes d'emploi.
J'entendais Laurent Alexandre citer l'exemple des maréchal Ferrand, hein, on ne dit pas maréchaux Ferrand, on dit maréchal Ferrand. Hein. Et moi, je dis souvent, oui, il ne faisait pas bon être cheval au moment de la révolution industrielle, ce qui est une autre manière de dire les choses. Donc oui, il y aura des pertes d'emplois. Il y a un rapport récent de PwC qui dit qu'à horizon de 2035, il y a 30% des jobs actuels qui n'existeront pas. J'entendais aussi ce matin, pendant la table ronde, dire qu'il y aura des nouveaux jobs qui existeront. On ne sait pas toujours lesquels. Il y en aura d'autres qui demanderont d'autres qualifications, mais je suis assez d'accord pour dire que tout le monde n'y survivra pas au sens... Bon, on ne va pas tous s'inventer des qualités numériques. Mais notre job, votre job, c'est de donner à vos employés la capacité ou des compétences analytiques. On ne recherche pas des data scientists. On ne devra pas tous être data scientists. Non, on ne devra pas tous apprendre à coder. Quand j'étais à l'université, j'entendais déjà que je devrais apprendre à coder en IBM. Je ne l'ai jamais fait et je suis là. Hein. Donc je ne pense pas qu'il faille tous apprendre à coder Python, effectivement. Pour autant, je pense qu'on doit tous, notre job, c'est de développer au sein de nos entreprises des capacités analytiques. Pas vous, mais des gens qui travaillent pour vous. Parce que demain, ils vont être confrontés à toutes ces données, ces insights qui sont produites par l'intelligence artificielle, et ils doivent être assez intelligents ou formés pour comprendre ces données. Ça, c'est votre job. Et c'est d'autant plus important que le dernier danger qui nous guette avec le big data, c'est le biais de quantification. C'est cette idée que tout ce qui est mesurable est supérieur à ce qui n'est pas mesurable. Et ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que ce qui est mesurable, c'est la data. Quand c'est mesuré et filtré et traité, il faut en extraire de l'information et de l'inside. Et là, vous avez des outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous donner des recommandations, mais pour donner un sens à cette recommandation, là, il faut l'humain. Il n'y a rien à faire. En tout cas, il ne faut jamais perdre de vue que votre expertise de marché, votre expertise des clients est fondamentale. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de thick data. Le thick data, c'est reconnaître que la data seule n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur qu'à travers l'information qu'on en extrait, et que pour comprendre cette information, il faut comprendre le contexte dans lequel on opère, les enjeux du domaine ou du secteur dans lequel on opère, et essayer de comprendre ce que veulent dire les données. Donc oui, vous recevrez peut-être des rapports de Google Analytics, mais c'est vous qui devrez y donner du sens, pas une machine. Okay, il y a des imageries médicales, des programmes d'imagerie médicale qui arrivent à détecter des tumeurs cancéreuses et objectivement, on n'était pas capable de le voir nous-mêmes. Pour autant, il y a tumeur cancéreuse. Ce qu'on doit encore comprendre, c'est qu'est-ce que la machine a vu que nous, on ne voit pas. C'est la même chose là. Vous allez recevoir des rapports, c'est à vous à faire le filtre. Et alors, évidemment, ça ne nécessite pas spécialement de disposer d'énormément de data. D'abord parce que le machine learning fait des progrès phénoménaux. Et plus les machines apprennent, plus les algorithmes qui travaillent, de ce que j'en comprends, de manière itérative, apprennent de leurs erreurs, mais moins ils ont de données pour arriver à faire des constats ou donner des résultats qui ont du sens sans pour autant devoir être basés sur des masses d'informations, des masses de données importantes. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de small data. Et j'ai insisté parce que ça, c'est vraiment le point, c'est vraiment pour ça que maintenant, la data, j'ai mis dans la petite loupe, est vraiment, vous ne devez pas parler big data, vous devez vraiment parler de data, et vous devez vous dire, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai le droit, moi, de faire comme si le big data, ce n'est pas pour moi parce que c'est trop gros. Oui, le big data, c'est trop gros pour moi. Est-ce que pour autant, je peux me passer de la data? Et là, la réponse est non. La data, c'est maintenant et c'est tout de suite. Et juste un bête exemple de thick data. Netflix, par exemple, avec des algorithmes, tous ces algorithmes qui, quand vous regardez une série, on vous propose tout de suite une autre série avant. Aux États-Unis, ils sont férus de shows télévisés. Et donc, quand vous regardiez le show d'une personnalité, directement après, Netflix vous proposait le show d'une autre personnalité, parce qu'il y en a des dizaines, évidemment, le même jour. Jusqu'au moment où ils ont interviewé des gens, des clients, et ils se sont rendus compte que ce que les gens voulaient, ce n'était pas spécialement de voir le show
d'une même personne, d'une autre personne le même jour, mais plutôt le show de la même personne à un autre jour qu'ils n'avaient peut-être pas vu. C'est tout con, mais s'ils n'avaient pas parlé avec leurs clients, ils ne s'en seraient jamais rendus compte. D'où la nécessité de comprendre le pourquoi des recommandations qu'ils vous ont faites. De ne pas accepter des recommandations aveugles. Et ça, le bon point, c'est que vous, patron ou manager de PME, vous êtes les mieux placés au monde pour le faire. Il n'y a personne qui est plus proche de ses clients que vous. La big data, ou le traitement des big data et les outils d'intelligence artificielle ont permis aux grandes sociétés d'avoir l'illusion qu'elles comprennent mieux leurs clients, puisqu'elles sont à l'écoute des clients dans les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas le temps, hein, avec tout le respect que je dois à Cyril. Cyril n'a pas le temps d'aller parler à tous ses clients Nespresso dans le monde. Ce serait génial, mais vous avez l'occasion de parler beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus proche de vos clients. Et ça, c'est une force à exploiter, vraiment à exploiter. C'est un avantage concurrentiel qui est vraiment unique, un USP, comme on dit, dans le milieu. Donc nous y sommes, enfin, vous allez dire, le Belge, il a parlé pendant combien ? Une demi-heure, il n'a pas encore parlé des PME. Oula, plus qu'une demi-heure, 40 minutes, donc je vais me dépêcher. Donc les PME, la question c'est, quand on parle de PME, what's in for me? Hein, pourquoi? Exactement pour les mêmes raisons que celles que j'ai dites avant. Alors, pourquoi est-ce qu'actuellement, le big data n'est pas très présent dans le PME? D'abord parce que vous êtes trop petit, il y a peu de raisons que vous investissiez énormément. Pour autant, c'est super important. Hein. Le PME, j'entendais 99% des entreprises en Suisse sont des PME, c'est le même chiffre en Europe. Et 85% de l'emploi. Et 2/3 de la création de l'emploi dans le secteur privé sont des PME. Donc si vous ne faites pas le passage à la numération, au digital, ou si vous n'essayez pas d'exploiter les données au sein de votre entreprise, c'est la macroéconomie qui a un gros problème. Alors pourquoi est-ce qu'on doit faire du big data? Parce que ça permet de mieux connaître vos clients. Alors pourquoi est-ce que ça ne se fait pas aussi? Parce que ça fait peur, le big data, parce que voilà, le big data ou la data, c'est quand même un monde très spécialisé, un peu fermé, donc je comprends. Ce n'est pas du conservatisme de votre part, c'est simplement, ce n'est pas facile à accéder. Maintenant, pourquoi? Parce que je l'ai dit, parce que c'est la manière que vous avez la plus proche de connaître mieux vos consommateurs, vos clients, et donc, vraiment, la question la plus bête que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je sais ce qui se dit sur moi aujourd'hui? Est-ce que vous savez ce qui se dit sur vous? Sinon, croyez-moi, il existe des petits outils d'alerte qui vont vous dire, chaque jour, ça a été dit sur votre société. Ou qui vont vous faire des rapports à la semaine. Est-ce que vous savez ce que les gens, comme j'ai dit, pensent de votre site web? Et aussi une raison pour le faire, si vous ne le faites pas vous, dites-vous que vos compétiteurs vont le faire. Hein. Donc les avantages dont je vous parle ici, ils sont valables pour vous et vos compétiteurs. Alors la question maintenant, c'est comment? Comment, step by step? La première chose que vous voulez vous demander, c'est quel est l'objectif que je recherche? Quel est mon problème? Ou en quoi je pense que je peux m'améliorer? Où est-ce que je peux créer de la valeur? Est-ce que c'est dans le circuit logistique? Est-ce que c'est dans le processus de production? Est-ce que c'est dans ma capacité, ma compréhension de ma clientèle ou des besoins de ma clientèle? Et en fonction de ça, vous verrez les solutions que vous devrez mettre en place. Si je me pose de nouveau sur la connaissance de mes clients, si je me pose dans le domaine, la première chose que vous devriez vous poser comme question, c'est de quelles données est-ce que je dispose dans ma société? Est-ce que les données que j'ai à propos de mes clients sont bien connectées? Est-ce que ce que le département finance sait de mes clients? Par exemple, une des applications les plus logiques, enfin les plus usuelles du big data ou de l'intelligence artificielle au service des big data dans les entreprises, c'est le credit management. Est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous savez de la santé financière de vos clients? C'est tout simple, il y a des outils qui vous permettent de le savoir sans devoir le chercher. Donc, base de données, est-ce que les bases de données, les données que j'ai sur mes clients en interne sont connectées? Est-ce que le département finance, marketing, alors vous allez me dire, oui, mais il est gentil celui-là, mais moi je suis une PME de 10 personnes, je n'ai pas de département finance, marketing. Pour autant, vous avez des données dans différents domaines qui sont dans différents. Chacun d'entre vous dans la PME savent des choses sur vos clients. Est-ce qu'il y a moyen de les mettre ensemble? Alors pour ça, l'idéal, c'est d'utiliser des bases de données de type CRM. De nouveau, ce n'est pas cher. Hein. Oui, si vous avez sur Salesforce, sur SAP, ça peut être cher, mais il y a des solutions en open source qui ne sont pas chères, parce que c'est à la taille de l'entreprise.
Et ça permet quoi? Ça permet d'intégrer des données internes à la société, achats, livraison, plein de clients, des choses comme ça, avec des données externes, extraites de LinkedIn, de Facebook, ou des données même de type macroéconomique. Mais ça permet, quand vous rentrez en contact avec vos clients, de connaître l'historique de votre relation avec vos clients. Donc ça c'est la première chose à laquelle je pense que vous pourriez penser. Mais pour ça, il faut faire attention. Travailler la donnée, ça ne s'invente pas. Ça demande beaucoup de rigueur et de gouvernance. Et là, vous, et pas uniquement, mais de l'endorsement aussi, vous, patron d'entreprise, il faut que vous montriez du leadership. Si vous n'y croyez pas, personne dans votre société n'y croira. On a fait des études en Suisse romande, dans la population active en Suisse romande. Vous seriez étonné de voir à quel point, et au sein des gens qu'on a interviewés, c'est des interviews en profondeur, des gens qu'on a interviewés, des employés de PME, il y en a beaucoup qui nous ont dit « Oh non, moi le management chez moi, il n'y croit pas trop. Non, il a dit ce sera pour le suivant. » Ou alors, il a dit non parce que mon manager a trop peur que si on partage l'information, il perde du pouvoir. Vous êtes encore dans des secteurs où beaucoup de positions de management sont occupées grâce à la compétence, et pas spécialement à la compétence du travail, du contenu du travail, et pas spécialement la compétence de savoir gérer une équipe et d'obtenir des résultats par les autres. Ça, il va vraiment falloir que vous disiez, ce n'est pas vous qui devez devenir les spécialistes de la data, il faut donner dans votre boîte des solutions à vos employés ou des formations pour qu'ils apprennent, pour qu'ils développent les compétences analytiques. Le manager de demain, il aura des compétences analytiques. Ça ne doit pas spécialement être vous, mais vous êtes responsable du fait que vos équipes développent les compétences analytiques. Ça passe par des formations, ça passe par casser les silos en interne, il faut que tout le monde accepte de travailler, et alors il faut évidemment vous faire encadrer pour tout ce qui est data privacy. Commencez petit aussi, hein. Ça ne sert à rien d'aller investir énormément. Commencez petit, des tests, faites-vous aider. Il y a plein de startups qui ne cherchent pas mieux que de prouver la qualité de leurs produits, de leurs services, en travaillant en partenariat. Donc commencez petit, et uniquement si ça marche et vous voulez industrialiser le process, là il sera temps de penser à engager des compétences en interne, si vous le voulez. On ne commence pas par engager des gens et puis le faire. On commence par tester et puis on engage. Et aussi, réfléchissez, quelle que soit la solution, il faut qu'elle vous offre des solutions visuelles. Le but, ce n'est pas que vous receviez des données sous format de flat file à traiter. Le but, c'est que vous receviez des tableaux, des dashboards, des recommandations que vous analyserez et auxquelles vous donnerez du sens. Alors, est-ce que c'est cher? Ça dépend de ce que vous voulez faire. En tout cas, c'est beaucoup moins cher qu'avant. Franchement, maintenant, les outils, par exemple, les outils analytiques, donc les outils de data analytique, big data analytique, c'est 5 à 6 fois moins cher qu'il y a 5 ans. Parce que les capacités informatiques ont évolué à un tel prix que ça a fait chuter évidemment le prix. Simplement, l'accessibilité au web, au cloud, a réduit dramatiquement le prix du stockage de données. Donc tout ça fait que si vous vous dites « j'ai peur, ça coûte cher », moi je vous invite à discuter avec des prestataires de services qui peuvent vous aider parce qu'il y a vraiment des choses bon marché qui peuvent être mises en place. Je vous parlais de l'alerte, qu'est-ce qui se dit à propos de vous. Je vous parlais des analyses de trafic sur votre web. Franchement, vous êtes tous capables de le payer. Hein. Voilà. Et donc, dernière chose, avant la conclusion, pensez à ça comme une vraie phase de changement, de transition. Okay. Donc, il faut que vous soyez convaincus vous-même que la data est importante. Alors, j'espère avoir un tout petit peu travaillé en ce sens, mais il faut que vous soyez convaincus que c'est la mine d'or, c'est le pétrole du XXIe siècle. Hein. J'ai parlé de la maladie, j'ai parlé de la drogue, ben voilà, la data, c'est le pétrole du XXIe siècle. Mais alors, il faut que vous soyez convaincus effectivement, que la data seule n'a aucune valeur, mais que c'est à vous, avec votre expertise, votre connaissance de clients, que la data va vous permettre d'augmenter votre connaissance des clients, vous rapprocher d'eux et vous permettre de développer des solutions plus personnalisées, qui sont vraiment les solutions qu'elles attendent, plus en phase et en relation avec le besoin de convenience qui va être de plus en plus présent au XXIe siècle. Et donc, c'est vraiment ça, c'est le mélange de la relation, l'expérience. Aussi, j'ai mis confiance, c'est un mot que je n'ai pas cité, mais la confiance,
Ça, c'est essentiel. Et de nouveau, vous êtes mieux placé que n'importe qui pour développer cette relation de confiance avec vos clients. C'est beaucoup plus compliqué pour un Nestlé, une Unilever, un Procter & Gamble. Ils peuvent essayer de faire croire qu'ils sont... Enfin, faire croire. Ils peuvent essayer d'expliquer ce qu'ils font en termes de développement durable. Il y a quand même beaucoup de gens qui seront sceptiques et qui ne croiront pas parce qu'ils n'ont pas cette capacité de proximité ou cette force de la proximité. Et donc, ça vous permet, vous, vraiment, en exploitant la donnée, de personnaliser vos services en phase avec les besoins de vos consommateurs. Et je terminerai par ce petit slide avec le consommateur souriant, en vous disant que la data, c'est maintenant, elle est à notre service, et ça ne doit pas être le contraire. Donc, à vous engagez le pas de la data, maîtrisez-la, et rapprochez-vous de vos clients. C'est votre force et c'est votre USP. Merci.